Salut à tous et bienvenue au bout du chemin. Ça y est, j'ai lu l'ensemble des arches fatidiques. Je vais pouvoir vous retranscrire tout ce qui se passe à la fin. Donc j'espère que vous avez été patient, que vous avez su tenir jusque-là. En tout cas, merci d'avoir fait ce bout de chemin avec moi parce que je pense que vous êtes quand même pas mal. Il y a à peu près 14 000, 15 000 vues à chaque fois. Donc ça fait 14 000, 15 000 personnes qui ont suivi et partagé Ark of Omen avec moi. Donc merci vous tous d'avoir fait ce bout de chemin avec moi. Et puis on y va directement pour la dernière étape. Alors pour mettre dans l'ambiance, je vais vous lire un petit passage justement qui concerne Vashtor. Donc Vashtor a été surpris malgré tout de l'intervention des Blood Angels, il s'y attendait pas. Le retour du lion, évidemment, il s'y attendait pas non plus, il l'avait pas prévu. Mais en tout cas, tout ça, pour lui, c'est juste quelques petits défauts mineurs. Alors il traduit ça comme un voyant qui apparaît sur un écran de contrôle, etc. Parce que les humains et même les créatures vivantes ne sont qu'un élément de sa machination. Donc je vais vous lire un petit passage qui est assez amusant et qui montre à quel point voilà, ça l'inquiète pas trop. Ils viennent découvrir cette merveille, mon monde, ma machine, mon Armoise. Armés de colère, de lame et de feu, ils viennent pensant détruire ce dont ils ne pourront jamais comprendre l'infinie grandeur. Mais les mortels ne sont que des rouages dans mes inventions. Ils viennent donc maintenant pour tourner et crépiter, pour œuvrer, s'épuiser et brûler selon leurs fonctions. Car en fin de compte, ils ne sont que des instruments de ma volonté. Vashtor, l'Archifan. Voilà. Et c'est ça, encore une fois, c'est la vision qu'a Vashtor des humains. Tout n'est qu'engrenage. On imagine forcément, c'est par extension, que Abaddon aussi, c'est juste un engrenage, que tout ça, c'est juste un engrenage, et sa volonté, c'est d'acquérir la puissance divine. Après, on peut se demander quel est le but. Après, quelle est l'étape supplémentaire, une fois qu'il aura acquis sa stature, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une âme comme Vashtor, elle puisse se contenter d'arriver au bout du chemin. Et tout comme on a pu faire du chemin ensemble sur les arches fatidiques, et on arrive forcément à un bout, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, encore une fois, l'important c'est le chemin qu'on a fait, et bien pour Vashtor c'est pareil, l'important c'est le chemin. Donc va-t-il arriver au bout? On le verra à la fin de cette vidéo. Alors Vashtor, on le retrouve justement sur l'Oracle Unleashed, donc son arche fatidique, contrôlée par l'intelligence abominable, et bien sûr, il s'attaque au roc pour récupérer l'engin de Tushulcha. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très simplement, en fait, assez étonnamment, c'est même assez simpliste en fait la façon dont ça se passe. Donc c'est-à-dire que il arrive près du roc avec toute sa funeste flotte, il analyse un petit peu les choses et puis il utilise en fait sa capacité de cogitation surpuissante, équivalente au plus puissant des cogitateurs qui puissent exister dans le monde réel, pour analyser toutes les faiblesses en fait du roc. Et fort de son expérience, étant donné qu'il a déjà analysé le roc une fois, qu'il l'a déjà affronté, il transfère sa conscience directement à travers le roc. Alors comment il fait ça en fait? Simplement, il se rapproche un petit peu, donc parce qu'en fait bien sûr on imagine que le roc est pas tout seul, le roc est au milieu d'une flotte défensive, il ordonne à l'Oracle Unleashed et au vaisseau qui l'escorte de foncer vers le roc. Donc l'Oracle Unleashed et puis d'autres se disent ça peut être un peu dangereux, le roc quand même il a un petit peu de puissance de feu, peu importe, c'est la volonté de l'Archifan, donc il s'exécute, et c'est justement à ce moment là que Vashtor réussit à faire passer sa conscience dans le roc. Donc on nous décrit en fait sa conscience qui passe de câble en câble. Là où il n'y a pas de câble, il y a des petits filaments qui apparaissent pour poursuivre le chemin. Et à un moment donné, il arrive devant l'oracle, devant l'engin de Tushulcha. Et puis voilà, il le reconnaît. Donc il y a une créature toute desséchée à côté. Et puis il lui parle, il dit: est-ce que tu as envie de me rejoindre? Est-ce que tu as envie d'être utilisé pour ta fonction? Et tout simplement, l'engin de Tushulcha lui répond oui. Et c'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, ils communiquent, ils échangent les données, et directement, Vashtor et l'engin se retrouvent aspirés dans le warp, dans une sorte de mini-fi warp. Ils se téléportent, on ne sait pas où encore, mais en tout cas, ils se sont téléportés, et c'est aussi simple que ça, et j'avoue que ça me laisse un peu perplexe, parce que après tout ce qui s'est passé, au final, que ça puisse être aussi simple
de prendre l'artefact. Vous voyez, il n'y a même pas eu de je débarque sur le roc, je dégomme tous les Dark Angels, j'attaque l'esprit de la machine d'une porte insondable. Non, non, simplement il a projeté sa conscience et il a réussi. Donc c'est bon, c'est peut-être pour un peu faciliter les choses, ils n'avaient pas envie de nous refaire tout un combat, mais j'avoue encore une fois que tout comme la fois où il a pu transmettre simplement des informations à l'esprit des prisonniers des Dark Angels, j'avoue que là aussi c'est un petit peu simpliste. Bon, toujours est-il qu'il a réussi. Il a remis ensemble les trois éléments. Donc on le retrouve à l'intérieur de l'Excaliban. C'est pas mal comme ce nom, Excaliban. Et il compose en fait, il reconstruit en fait, il compose toute sa machine et ça va mettre en branle en fait toute la planète. Donc Armois va se transfigurer. Alors déjà que c'était un amalgame entre une planète, des éléments biologiques, des éléments mécaniques, et bien tout cela va se remettre en mouvement de façon encore plus conséquente et il faut vraiment imaginer un moment assez cataclysmique où tout est détruit. Donc ça va avoir des conséquences évidemment pour ceux qui sont en train de se battre à la surface. Donc on a tout un tas de combattants, mais alors quels qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit ceux du Mécanicum Noir, ceux des Impardonnés, les World Eaters qui étaient là, tous sont plus ou moins pris dans les engrenages, dans les machinations, et puis se font écraser par des pistons, des machines qui les broient, des muscles qui apparaissent et qui, avec des tentacules, les prennent. Enfin, il y a tout un tas de morts assez horribles, et puis on sent qu'ils peuvent à peu près rien faire, et c'est un moment aussi où Azrael va prendre conscience en fait que il ne peut plus rien faire en fait. C'est le moment de non-retour. Le plan d'Azrael depuis le début, c'est d'essayer de faire un maximum de destruction au sol et puis de finir le travail avec le roc. Le roc puisse préparer tout ce qui est engin de destruction massive. Donc, on ne sait pas encore ce qui va être utilisé. Bon, voilà, mais c'est tout ce qui est exterminatus. Donc, on imagine quand même. Alors là, c'est intéressant parce que il y en a plein qui, quand j'avais dit à l'époque, il y a quelques vidéos, j'avais dit oui, l'exterminatus. Pourquoi on peut pas faire un exterminatus sur un vaisseau parce que ça le détruit et tout le monde nous dit mais non mais l'exterminatus, enfin tout le monde, pas tout le monde mais certains m'ont dit l'exterminatus c'est pas ça en fait, c'est juste des torpilles cycloniques, ça détruit la vie, etc. Là on a quand même la notion que le roc avec un exterminatus il va détruire complètement Caliban. On parle pas juste de raser la planète, on parle de détruire complètement l'ensemble de la structure physique de la planète, et c'est une planète démon, donc c'est-à-dire si c'est colossal, donc c'est encore plus compliqué à détruire que simplement, je dirais, un Space Hulk qui fait que quelques centaines. Là, on est sur des milliers de kilomètres, vous voyez, et malgré tout, Azrael a la possibilité de le détruire. En tout cas, enfin, on n'imagine pas qu'Azrael va se dire « Oh, on va faire un exterminatus », alors qu'en fait, il sait pas si ça va réussir ou pas. C'est juste qu'il sait que la puissance de feu de l'exterminatus va être suffisante pour complètement détruire et éradiquer la planète de Caliban. Donc c'est comme quoi ça prouve que, eh bien, on a des armes qui peuvent complètement raser des planètes et pas juste en fait la surface des choses. Voilà. Et alors que justement la planète Armois se met en branle, eh bien Abaddon comprend à ce moment-là qu'il a gagné parce que il n'y a pas besoin de communiquer avec Vashtor. Il voit qu'à partir du moment où tout se met en branle, il y a des pics d'énergie immenses qui arrivent. Donc on nous décrit en fait une atmosphère où eh bien il y a des arcs électriques qui se transforment en démons, des machineries qui grossissent, des pistons cyclopéens grands comme des villes qui sortent, des plaques continentales qui se mettent à se transformer. Donc je sais pas quelle image on peut avoir de plus proche. Je pense que on peut avoir la planète Omicron dans Transformer, si vous voyez ce que c'est. On peut imaginer quelque chose de cet ordre-là. Vous rajoutez à ça une bonne dose de biologique et de tentacules et de trucs biomécaniques, et puis vous avez un peu l'image d'Armois. Donc eh bien à ce moment-là, encore une fois, donc Azrael prend conscience qu'il doit s'échapper. Vous vous rappelez, la dernière chose la dernière mission que lui a confiée le lion, et la première au final, c'est de sauver Dante, parce qu'ils ont une dette justement avec Dante, et c'est ce que va chercher à faire Azrael, coûte que coûte, quel que soit encore une fois le coût. Là en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que eh bien, les impardonnés se sont calmés depuis que justement le lion est apparu. Eh bien toute la haine qu'ils avaient, toute la folie meurtrière plus ou moins qu'ils avaient en étant sur Caliban s'est estompée, et le lion en fait a
calmer les choses. Donc le lion leur a demandé quelque chose, protéger les Blood Angels, payer la dette en fait qu'ils ont sur les Blood Angels, et bien c'est ce que va faire Azrael. Donc il rejoint Dante. Dante c'est un des seuls survivants, donc il y a 4 survivants. Dante c'est celui qui est le moins amoché, mais il boitille, il a du mal à respirer, voilà, il reste juste un garde sanguinien, les 2 autres sont dans le coma, et puis voilà. Et bien il récupère en fait le maximum d'équipement possible, il récupère Dante, et puis leur but en fait c'est d'aller vers des zones qui sont des zones plus ou moins sûres, c'est-à-dire qu'en orbite, ils ont réussi à voir qu'il y avait certains endroits qui n'étaient pas continuellement en train de se restructurer, trop transformer, et ça pouvait être des sites justement d'atterrissage, d'évacuation. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais honnêtement, à Thundero, qu'est-ce qu'il a besoin vraiment qu'il y ait des kilomètres carrés de zone plate? Je suis pas certain, je pense qu'il y a pas besoin. Mais bon, c'est pour le côté, allons à cette drop zone. Donc, ils vont aller, ou à cette évacuation zone, c'est le but. Ils vont aller ils vont essayer de retrouver justement cette zone, cette safe zone, on va l'appeler comme ça, pour réussir à s'enfuir. D'un autre côté, eh bien, vous vous demandez où ça en est justement le combat entre le lion et Angron. Alors, le combat entre le lion et Angron, là on sent quand même que le lion devient en difficulté. Autant au début, les premières passes, c'était assez équitable. Là, en fait, le lion se rend compte que malgré tout, en face de lui, il a un de ses frères primarques, donc d'un niveau martial extrême, et qu'en plus il a subi l'ascension, et que tout ce que ça lui a donné, l'apothéose en fait, l'apothéose plutôt, ça lui a donné une force colossale, inarrêtable, et heureusement pour lui, il a le bouclier de l'empereur. Le bouclier de l'empereur, c'est vraiment ce qu'il sauve, parce qu'il y a des tas de fois où c'est juste le bouclier de l'empereur qui le protège. Je pense vraiment que s'il n'avait pas ça, le combat ne ferait aucun pli. En tout cas, il se rend compte de la puissance colossale d'Angron. Malgré tout, au fur et à mesure du combat, il y a un plan quand même qui se dessine dans sa tête, et il sait qu'il a peut-être moyen de le vaincre. Donc ce plan qui va se dessiner, au final, est-ce qu'il va réussir à le mettre en place ou pas? Suspense, suspense. Bon, vous voulez du combat? Allez, combat. Donc du coup, c'est un peu toujours difficile de redécrire les combats sans les paraphraser, mais en gros, on a souvent des coups très puissants de Angron, très rapides, avec beaucoup de puissance. Donc le lion va apparaître à chaque fois in extremis. L'artefact en fait, à savoir le bouclier de l'empereur, sa capacité, c'est de retourner en fait la force de l'attaquant contre lui. Et ce qui fait que souvent, quand Angron donne vraiment des coups dévastateurs, en les bloquant avec le bouclier de l'empereur et avec le bon angle, il réussit à rejeter Angron au loin. Et en fait, il compte là-dessus. Il y a un moment donné, au fur et à mesure, Angron s'énerve. Alors, s'il y a un passage peut-être, ce qui est intéressant, c'est que le lion évidemment reconnaît Angron, et Angron reconnaît le lion. Mais pour lui, en fait, s'en fiche en fait. On nous explique que ça fait tellement d'années et d'années qu'il tue, c'est que peu importe qui va être le suivant, peu importe que ce soit un primarque, pour lui c'est juste un crâne de plus à rajouter. Alors il a une vague conscience malgré tout que c'est un de ses frères primarques, mais pour lui ça n'a pas plus d'importance que ça. Le but c'est de le tuer et de le décapiter, d'offrir sa tête à cornes. Donc il va être guidé par ça. Mais le problème, c'est que le lion, c'est pas un adversaire aussi simple qu'un simple même primaris, que même Dante, parce que Dante, on peut imaginer que c'était un des plus gros adversaires qu'il aurait pu rencontrer, mais en fait, au final, c'est assez vite résolu. Là, le lion, par contre, il y a un vrai challenge, parce qu'il ne veut pas mourir. Alors, Angron ne se sent pas en difficulté, mais en fait, il se retrouve devant quelqu'un qui est assez fuyant. Et au fur et à mesure, c'est ce que va utiliser comme technique le lion. Il va essayer de parer à chaque fois. Il a cette capacité plus ou moins à se fondre un petit peu dans les ombres. Alors, pas autant que Be'lakor, mais je pense qu'on est sur quelque chose, malgré tout, qui est assez approchant. Vous vous rappelez le combat entre Vashtor et Be'lakor, où Be'lakor, en fait, passait en mode un petit peu fumé, donc éviter un peu les attaques. Il y a un petit peu cette notion-là avec le lion. Ça va être d'autant plus marqué qu'au fur et à mesure de leur combat, évidemment, le lion cherche à éloigner Angron des Dark Angels et des Blood Angels, et ils vont tomber en fait très profondément au sein de la planète, et cette planète qui est en train de s'éveiller, parce que la clé est en train de s'activer, et on nous dit que au fur et à mesure, plus il tombe profondément, plus le warp a une emprise sur la matière, et ça se traduit différemment. Donc ça se traduit et chez Angron et chez le lion. Alors chez Angron, à chaque fois qu'il va donner un coup, toutes les étincelles, la rage et la haine, ça va se transformer en flammes qui vont venir en fait brûler le corps de Lionel Johnson, donc se matérialiser. Et puis pour Lionel Johnson, tout ce qui
attaquer, alors ce côté un peu le côté malin, je voulais employer le mot fourbe, mais c'est pas le côté fourbe, mais c'est le côté un peu finesse, fuyant, et bien ça va se matérialiser, on va voir apparaître des volutes de fumée qui font penser un peu à de la forêt, et on va avoir des guetteurs qui vont apparaître. Donc là, il y a intimement la liaison entre le fait que les guetteurs soient vraiment liés au lion, et que ça ait un rapport aussi avec le warp, et ce soit plus ou moins magique, voilà. Donc ces guetteurs vont apparaître quand en gros on veut essayer de les faire disparaître, ils disparaissent en nuages de fumée, et au fur et à mesure, eh bien, la technique que veut utiliser Lionel Johnson, c'est justement d'énerver son frère, c'est-à-dire qu'il va l'attaquer, tout de suite il disparaît dans les ombres, en gros on ne peut pas réattaquer, et puis il va enchaîner comme ça de plus en plus. Et il y a un moment où ça commence à peser en fait sur Angron, parce que Angron, lui, pour lui, la pureté du massacre, la destruction, c'est tout ce qui compte. Et en fait, il est devant un adversaire qu'il n'arrive pas à détruire, en fait. Il veut détruire, et en fait, il est tellement habitué, vous savez, à juste passer à travers les croiseurs interstellaires, juste donner un coup et tuer les plus grands héros de l'Empereur. Donc là, il est devant quelqu'un, il se bat depuis plusieurs secondes, plusieurs minutes, et il n'arrive toujours pas à triompher, alors que pourtant il se donne à fond, et c'est une situation complètement nouvelle pour lui, et qui va un peu le déstabiliser, alors pas le déstabiliser au sens de ce qu'on a pu avoir avec Azrael quand il découvre qu'il est devant Caliban, mais qui va l'enrager, et au fur et à mesure, eh bien, il y a quand même une part, en fait, d'Angron qui réfléchit et qui est très stratégique, ou très tactique dans le combat, eh bien, elle va céder de la place face justement au clou du boucher qui continue à marteler, marteler, marteler. Et en fait, il y a un moment donné, la douleur devient colossale parce que ça fait plusieurs minutes qu'il n'a pas tué quelqu'un. Et c'est insoutenable pour Angron. Et c'est la pire des choses qui pouvait lui arriver. Donc au fur et à mesure, eh bien, c'est le plan de Lionel Johnson. Lionel Johnson attise justement la colère et voilà, Angron s'énerve de plus en plus. Et en fait, au plus il s'énerve, plus les coups sont difficiles à parer. C'est aussi une belle difficulté pour Lionel Johnson, à tel point qu'à un moment donné, il a juste le temps d'interposer en fait le bouclier de l'empereur suffisamment rapidement pour éviter lui-même de succomber, mais pas suffisamment pour bien l'orienter, et ce qui fait que lui-même se trouve projeté et les deux adversaires se trouvent projetés. Donc il se retrouve projeté contre un mur. Là, à un moment, il y a quand même un petit moment de lucidité, et puis il s'aperçoit, il y a une sorte de prise de conscience que, voilà, il reconnaît en fait l'architecture dans laquelle il est, parce que c'est l'ancienne Caliban, donc forcément, c'était là où il a fait ses armes, là où il a vécu sa jeunesse, et il reconnaît en fait les structures. Donc il ne pourrait pas les identifier, mais on peut imaginer, sous-entendu, qu'il se retrouve dans sa chambre de quand il était petit, peut-être. Non, j'exagère, mais vous voyez, dans cette zone-là. Et à peine il a le temps de réagir que, Angron fonce sur lui, et au dernier moment, alors que il va pour se faire décapiter ou ce genre de choses, il réussit à sauter par-dessus lui, donne un coup de bouclier de l'empereur, ce qui projette Angron dans les décombres et qui l'ensevelit sous des tonnes et des tonnes de gravats. Donc bien sûr, le lion n'est pas assez naïf pour penser que c'est la victoire, mais en tout cas, il sait que ça va encore une fois, le fait que Angron soit plus ou moins immobilisé à travers les gravats, ça va provoquer une hausse encore, si c'est possible, de la haine et de la colère. Et c'est exactement ce qui se passe, tout explose, Angron est fou de rage, et il se précipite. Alors c'est quand on est un Primarque, d'autant plus démoniaque, c'est assez facile d'utiliser les objets, et donc il a un Predator qui est juste à côté, un Predator des World Eaters, il le prend, il le balance à la tête de Lionel Johnson. Lionel Johnson a juste le temps de l'esquiver. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il avait enchaîné avec un répulsor, et là, il se prend en fait le répulsor en pleine tête, et du coup, voilà, il se retrouve quand même un petit peu sonné, on imagine. Malgré tout, il pense quand même en fait à tous ses fils qui sont dans le répulsor et qui viennent de mourir, et il a quand même bouffée d'orgueil malgré tout. Donc le combat va continuer comme ça, et on va y revenir juste après. Il faut bien faire des petites pauses, faut petites pauses, et puis si vous n'aimez pas les petites pauses, je vous rappelle encore une fois que si vous êtes sur Tipeee, si vous me soutenez, déjà, vous me soutenez vraiment, ça me permet de continuer à faire ces vidéos, et puis comme ça, moi en contrepartie, je vous enlève un petit peu les pubs, voilà. Mais en tout cas, c'est si j'en avais besoin pour reprendre un petit peu mon souffle. Alors on laisse malgré tout le combat titanesque de côté, et puis on revient à Azrael et Dante. Alors eux, la situation est vraiment difficile parce qu'ils cherchent justement à rejoindre en fait ces zones d'évacuation, mais bien sûr on va pas les laisser faire. Par contre, ce qui est assez rassurant un peu pour Azrael, c'est que tous les Space Marine renégats qui sont sur la planète, eux-mêmes sont attaqués par la planète, donc Vashtor pour lui ça fait aucune différence. Donc c'est assez amusant parce que au sein justement de ceux qui servent Vashtor, des adorateurs de Vashtor,
Et bien il y en a qui se sentent trahis, parce que évidemment Vashtor n'a que faire d'eux, et il y en a au contraire qui trouvent ça joyeux, parce qu'ils se disent, bah voilà, on va être utile, en fait, notre corps va servir à alimenter cette machine démoniaque qui est Armoise, et puis voilà, c'est notre but ultime, on va servir notre dieu, donc c'est voilà, c'est assez amusant malgré tout. Alors les Space Marines du chaos, c'est plus vraiment une difficulté, par contre l'inconvénient c'est que maintenant il commence à y avoir des démons qui apparaissent, il y a des Fire Warp qui apparaissent, le Warp se faisant de plus en plus présent sur Armoise, et puis là il y a des princes démons, des démons majeurs qui apparaissent, et puis il y a un grand immonde qui apparaît juste devant Azrael, et en fait c'est un démon de Nurgle, là encore une fois on se dit bah tiens Nurgle il y a quand même de belles affinités avec Vashtor, c'est vrai, c'est souvent ce qu'on a vu, Khorne en priorité, ensuite Nurgle, et là pour ceux encore une fois qui pouvaient se poser des questions, là on a vraiment, c'est écrit noir sur blanc, on a le grand immonde qui dit bon je vais pouvoir payer ma dette auprès de Vashtor, donc c'est pour ça que je vais essayer d'offrir la tête des officiers Space Marine, donc à savoir Azrael et Dante, et comme ça je pense que, enfin il pense être libéré de l'emprise de Vashtor, donc c'est comme ça que Vashtor peut avoir les démons, c'est la petite mécanique qui permet à Vashtor d'avoir des démons. Alors ça par contre ça rajoute une grosse difficulté parce que bah, les démons eux-mêmes ils sont moins attaqués par le monde démoniaque et bah, ça fait des difficultés en plus, hein. Donc on imagine bien déjà qu'ils sont en train de lutter contre la Terre qui est elle-même en train de changer, on imagine il leur reste très peu de véhicules, les véhicules ils se font happer parce que la croûte ou la planète en fait s'ouvre et puis les dévore, et ils sont broyés, etc. Donc c'est vraiment assez difficile d'avancer et justement, l'apparition de ce grand immonde, elle est assez difficile parce qu'avec lui vient toute une sorte d'infection de Nurgle et puis il y a un marécage qui commence à apparaître. Donc là on avait Samael qui depuis pas mal de temps faisait un bon boulot parce que avec la Ravenwing et le reste de la Ravenwing, il permettait en fait d'avoir une bonne vitesse et il pouvait ouvrir en fait la voie à Azrael. Là malheureusement ça va plus suffire, étant donné que les motos, les land speeders, etc. tout se retrouve plus ou moins embourbé dans la malédiction de Nurgle, donc ça devient assez difficile et Azrael sent que peut-être il va échouer, il dit quoi qu'il arrive, j'ai fait un vœu, ce vœu c'est de protéger Dante jusqu'au bout pour qu'il survive, donc je vais donner ma vie s'il le faut, encore une fois, et eh bien c'est assez difficile. Malgré tout, c'est un moment où tadam, qui la cavalerie arrive, vous devinez, mais si, on n'en parlait plus, les Absus arrivent, et en fait, il y a un moment donné, Azrael est en train de lutter avec un démon, ça devient de plus en plus difficile, et là, vous avez un gantelet qui apparaît, c'est le gantelet de Bors, vous savez, celui que je vous ai parlé dans la première vidéo, c'est le déchu qui se battait justement avec le lion, et qui de coup, maintenant, est devenu un vrai Dark Angel, qui a été absous par son seigneur, par son sire génétique, et qui vient à la rescousse d'Azrael. Et en fait, il met sa main sur Azrael en disant « Vas-y, je te couvre ». Et en fait, à ce moment-là, Azrael, il sait en fait. Il sait au fond de lui qu'en face, il a un déchu, mais il sait aussi pertinemment que cette personne, ce Space Marine, il l'a vu avec le lion se battre avec lui, et il sait que le lion, s'il a donné son pardon, et s'il a la confiance du lion, il ne doit pas le remettre en cause. Et en fait, c'est deux sentiments qui sont absolus parce qu'il est certain de la loyauté de la personne qu'il est en face de lui, mais il est aussi certain que c'est un déchu. Et il a du mal à savoir quoi faire. Mais bon, il se dit, il est sur le point de le frapper, et là il y a une phrase qui est importante, je vais vous la lire. Donc Bors sent bien qu'il y a une animosité, et il lui dit « Le devoir est sa propre récompense. Grand maître suprême, il nous l'a rappelé, il n'en attend pas moins de vous. » Et en fait, c'est ce qui va calmer Azrael. Et Azrael se dit, peu importe tout ça, j'ai une priorité. Lionel Johnson m'a demandé de protéger Dante, j'ai une dette énorme envers les Blood Angels et je vais l'accomplir. Donc on verra tout le reste plus tard, les secrets, les déchus, etc. On verra ça plus tard. Et bien du coup il laisse en fait les déchus, donc les Absus, reprendre le combat avec le grand immonde, et c'est ce qui donne en fait ce souffle à Samael, à Dante et à Azrael pour réussir à s'échapper. Donc il s'échappe, malgré tout il jette un dernier regard sur ce déchu pour lui, et en fait il voit qu'à un moment donné, eh bien alors que beaucoup sont déjà à terre et qu'il est en train de se battre avec le grand immonde, il y a une explosion cataclysmique, tout le monde disparaît, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas ça pose quand même beaucoup de questions pour Azrael. Bon, tout ça c'est bien joli, mais il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à conclure, hein. C'est beau les préliminaires, mais la conclusion c'est pas mal aussi, donc je vais vous la lire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de vous le traduire. Donc voilà, c'est le combat, encore une fois, entre lion
et le lion est Angron. Il n'y avait aucune pensée, seulement l'envie primitive de tuer. Quand Angron battit des ailes et se jeta sur le lion comme une avalanche vivante, ses armes firent de grands arcs visant à cisailler le cou d'El Johnson, dans un mouvement qu'aucun bouclier ne pourrait bloquer. Mais cette fois, le lion ne fit aucun effort pour se défendre. Avec une vitesse fulgurante, il mit un genou à terre, tendit son épée en l'assurant de tout son corps et laissa Angron s'empaler directement sur sa pointe. L'épée du primarque démon propulsa la lame incandescente à travers son torse jusqu'à ce qu'elle jaillisse de sa nuque dans une fontaine de sang. Waouh, donc est-ce qu'il a touché les clous du boucher? Ouais, on imagine aussi. Donc emporté par la force de la charge d'Angron, les deux demi-dieux roulèrent et rebondirent à travers la fumée. L'ange rouge s'immobilisa sur le dos, une aile coincée sous lui, sa forme physique incapable de guérir la blessure effroyable causée par Fidélité, toujours fichée en lui. Fidélité, vous savez, c'est le nom de l'arme légendaire que possède le lion. Angron se débattit et hurla. Il plongea une main griffue sous son sternum blessé à la recherche du manche de l'arme. Le lion tenait au-dessus de lui, l'armure ensanglantée et cabossée. Il saisit le bouclier de l'empereur à deux mains, sans laisser le temps à Angron de réagir. Avec un rugissement, Lionel Johnson abattit le bord luisant de son bouclier sur la tête du primarque démon, l'enfonçant dans l'arête du nez d'Angron avec une telle force qu'il lui sectionna la tête et entailla le sol métallique. L'enveloppe corporelle d'Angron éclata comme un obus dont la charge était de la haine distillée, faisant exploser son essence avec une telle force de rage libérée que même la volonté indomptable du primarque ne put la reconstituer. On est là, on est le moment, on sait qui a gagné. Alors j'avoue, j'avais été mauvais langue, j'avais dit que sans doute on aurait un 50-50, on n'a pas de 50-50, on a le lion qui a amoché, le lion qui a morflé, mais le lion qui a triomphé. Donc victoire des Dark Angels, victoire du primarque, voilà, c'est ça la fin du duel. Alors, tant mieux, honnêtement, tant mieux. Alors après, bien évidemment, n'allez pas imaginer qu'Angron, vous ne le reverrez jamais, parce que juste la phrase après, c'est le lion qui dit il ne pouvait pas imaginer qu'il ne reverrait pas son frère, sans doute plutôt qu'il ne l'espérait. Voyez, donc on a toujours cette capacité. Vous savez que Angron, il a deux capacités. Il a la capacité de se reconstituer directement, c'est-à-dire que même quand il prend une lance d'artillerie navale, tirée par un vaisseau, et qu'il est complètement décomposé au niveau subatomique, il peut quand même se reconstituer. Voilà, c'est le fluff, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est dit. Et on a aussi l'autre capacité, et qui là aussi va rentrer en jeu, parce que là, la première n'a pas marché contre cette explosion de Lionel Johnson, mais par contre, il a cette capacité de réapparaître une fois qu'il a été banni. Normalement, quand un démon est banni, alors un démon ne peut pas être physiquement vraiment, enfin physiquement on peut détruire son enveloppe corporelle, mais son âme dans le warp ne peut pas être détruite, il peut juste être banni pendant un moment, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir dans l'univers matériel. On a quand même malgré tout la lame de l'empereur qui est possédée par Roboute Guilliman, qui permet de détruire vraiment l'âme du démon. Là ce n'est pas le cas, c'était que le bouclier de l'empereur, dommage, c'est joué à peu de choses, mais voilà, du coup, et on a cette capacité d'Angron à revenir très vite dans l'univers matériel. Normalement, on est sur du 8-8-8, donc 8 jours, 8 heures, etc., etc., etc. Donc, est-ce qu'on aura vraiment ce retour dans 8 jours, 8 heures? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose. On a Azrael qui réussit à s'échapper avec Dante. Ils sont à bord du Roc. Et en fait, alors qu'ils sont sur le point de déclencher l'Exterminatus, eh bien, ils ont un message du lion. Et le lion leur dit « Ne restez pas là, mes fils. Je sais que vous avez envie de détruire Caliban, mais vous ne pouvez pas le faire. Ce que Vashtor a déclenché ne peut pas être arrêté par les armes des mortels. Donc, il n'y a rien à faire, repli stratégique. Et en fait, ils sont tous dévorés parce qu'ils ont envie de lancer leurs ogives, ils ont envie de détruire cette Armoise qui est le sombre reflet de Caliban. C'est quelque chose qui les prend en tripes, mais personne ne peut contester l'autorité du primarque, personne n'a la volonté et personne surtout n'en a le droit, forcément. Donc, il s'enfuit. Plus ou moins, il recule et il regarde au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on va voir après? Donc on a un passage où on revient sur Kotéaz. Et oui, vous vous rappelez Kotéaz, on en avait parlé. Il avait été contacté par les grands prophètes d'Ultué qui l'avertissaient en fait d'un danger. Voilà, on aurait dû se douter du coup que c'était en rapport avec la toile. C'était le petit indice qui nous permettait justement de faire le lien entre l'Archiphane, la toile, voilà, les Eldar, Eldari. Et bien voilà, là on a justement un agent qui était dans la flotte, qui était avec les Blood Angels, et bien qui fait son rapport
à côté Az, et c'est beaucoup de personnages à côté Az, et puis bah voilà, il voit en fait ce qui s'est passé. Donc ce qu'on voit, c'est tout simplement Armoise qui va déformer l'univers autour d'elle, et puis alors c'est un planétoïde, c'est immense, et elle va aspirer en fait toute l'énergie, toute la matière, et elle va déchirer la trame de la réalité, mais pas comme un transfert warp, mais vraiment en rentrant dans la toile. Et ça, c'est vraiment assez différent. Et l'ensemble de la flotte, parce que vous avez Abaddon, toujours qui est là, et qui se sont triomphants, parce que Abaddon, lui, il sait qu'à partir du moment où la machine, la clé est forgée, eh bien, c'est qu'une question de temps avant qu'il triomphe. Plus rien ne peut l'empêcher. Cette arme colossale qui est Armoise, à elle seule, elle peut causer une destruction folle. On voit aussi que lui-même, il sait qu'il a causé extrêmement beaucoup de dommages au chapitre des Blood Angels et des Impardonnés et tous les chapitres successeurs. Donc c'est pas juste 2 chapitres, c'est une grosse force de l'Imperium qui a été presque annihilé, parce qu'il reste vraiment plus grand chose de ces flottes là. On a beaucoup de héros qui sont même un petit peu mal embiqués. Bon, on pense à Bélial hein, entre autres, mais Dante aussi, lui, voilà. Donc après, je pensais que ce serait peut-être après qu'on dit que Dante passe le Rubicon Primaris, mais en fait non, a priori, il n'y a rien qui le dit, mais je pense que ça a été fait avant. Donc quand Dante se bat, il est déjà, je pense, en mode j'ai passé le Rubicon Primaris, tout comme Azrael. Voilà, et donc on a Abaddon qui se sont triomphants. Malgré tout, il y a un petit arrière-goût quand même, parce que dans cet arrière-goût dans ce goût de triomphe et de victoire, parce que il fait fuir le lion, il fait fuir les Dark Angels, il a détruit beaucoup de Blood Angels et de Dark Angels, mais quand même, malgré tout, bah, il y a le lion qui est revenu. Et il se dit, déjà, Roboute Guilliman, avec ses croisés Indomitus, il est bien relou, donc si on rajoute un deuxième Primarque, il a une petite pensée, il se dit tiens, faut que j'intègre quand même ça à mes calculs, ça peut être quand même quelque chose de non négligeable, donc je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Bon, voilà, on est tous curieux de savoir ce qui va se passer. Après, la vérité, c'est que ça s'arrête là. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant. Et c'est vrai que je l'avais senti déjà dans ceux qui avaient déjà vu le bouquin ou regardé d'autres vidéos. Bah, il y a ce côté un peu frustrant parce que, bon, ok, alors, qui a gagné dans le duel? Le lion Angron. C'est le lion, ok, mais Angron n'est pas vraiment détruit. Il est juste pulsé un peu plus loin dans le temps. Bon, est-ce que ça change grand-chose ou pas? Non, en tout cas, le lion a quand même gagné. C'est toujours une victoire. Est-ce que Vashtor a atteint l'ascension? Bah non, pas encore. Par contre, est-ce qu'il a fait ce qu'il voulait? Oui, normalement, le lien de causalité fait que ça ne peut pas changer, mais bon, on se rappelle que Be'lakor, il était quand même venu mettre un petit peu son grain de sel, donc voilà. Mais toujours est-il qu'on est sur la fin des Arches Fatidiques. À ma connaissance, à notre connaissance globale, il n'y a pas d'autres bouquins, et que la prochaine fois qu'on aura du lore, à notre connaissance encore, de ce que je sais, eh bien ce sera avec la V10, et la V10, c'est les Tyrannides. Donc quel est le lien entre la fin du lion et l'arrivée des Tyrannides? Aucune idée. Aucune idée. Donc voilà. Donc bah, ça nous permet encore de partir avec beaucoup de conjectures. Comme cette vidéo a duré déjà suffisamment longtemps, je vais m'arrêter là. Comme ça, vous avez la fin de l'Arche Fatidique, le lion. Vous avez la fin de toutes les Arches Fatidiques avec les 5 tomes qui sont parus. Et puis, je ne manquerai pas de faire une autre vidéo où je vais me prendre le temps quand même de digérer un petit peu tout ça. Et puis, de voir, d'échanger avec vous, de faire des lives, etc. Et puis, on fera une vidéo sur qu'est-ce que ça implique dans l'univers de Warhammer 40 000 avec cette planète immense, Armoise, qui est Caliban ressuscité. Rien que ça, quand même, c'est assez fort comme idée, avec les déchus, qui ne sont plus des déchus, qui sont des absous, avec les impardonnés, qui ne sont non plus des impardonnés, mais qui sont les Dark Angels, qui ont fini la traque des déchus, qui ont une dette de sang avec les Blood Angels, donc le codex Ange de la Mort, ils sont là, les anges de l'Imperium. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme interaction entre le lion, Roboute Guilliman? Ça fait quand même beaucoup de questions. On va s'arrêter là. Merci vraiment à vous tous de m'avoir suivi dans cette playlist. On se retrouvera dans d'autres vidéos pour en reparler, je n'en doute pas. Voilà. Merci à vous tous. Des gros bisous. À bientôt. Salut à tous! Ah oui, si, il y a quand même un petit truc que j'ai oublié et il faudrait pas qu'on passe à côté, c'est que côté Az a quand même une dernière interrogation et il se dit, c'est Zeldar qui sont venus me voir pour m'interroger. En fait, ce qu'ils avaient en tête, c'était bien sûr de dépenser des vies de l'Imperium plutôt que des vies Eldar pour protéger. Mais malgré tout, je pense pas que mon refus, ça les a arrêtés et je pense pas qu'ils étaient arrêtés là et qu'ils auraient dû aller plus loin. Et la vraie question, c'est de côté Az, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ont fait les Eldar en fait? Pourquoi les Eldari ne sont pas intervenus, tout en sachant
sachant que, eh bien, ils étaient au courant des machinations, ils étaient au courant du danger, étant donné qu'ils prévoient un petit peu le futur. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Quel est leur plan? Ont-ils été arrêtés? Et bien voilà. Donc je pense que dans une prochaine aventure, eh bien, on aura le retour des Eldari sur le devant de la scène, et puis peut-être un petit peu de nouvelles avec Farsight. On verra s'il a été là, pourquoi pas. Voilà, merci à vous.